passage d'une très rare confusion, sinon mentale, tout au moins d'écriture, mais en même temps d'une grande puissance. On saisit un peu ce qu'il veut dire, c'est ça. Ce nom historique, et qu'il identifie à la vie, qui est la poussée même de la vie, qui est le mouvement de la vie même, c'est quelque chose qui est donc indéfinissable, indéterminable, mais qui se trouve être, comme il le dit, une matrice, un élément, une sorte de centre de puissance vitale, en dehors desquelles rien de grand n'est possible. Si l'homme d'action, d'après Goethe, n'est jamais un homme consciencieux, il n'est pas non plus conscient. Il oublie la plupart des choses pour en réaliser une seule. Il est injuste, c'est ça. Donc on saisit un petit peu peut-être ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, au fond, il y a un rapport implicite qui n'est pas peut-être exprimé d'une façon suffisamment claire entre l'oubli, entre l'action et l'oubli. C'est-à-dire toute action, toute entreprise doit être quelque chose qui rompt avec le passé, avec ce qui l'entoure, avec son contexte, et qui également ne tient pas compte de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler des faits ou des documents ou des archives qui peuvent constituer le réel. Il y a toujours quelque chose donc, qui est injuste. Et quand il y a un acte, il faut qu'on oublie nécessairement quelque chose, qu'on rompe avec quelque chose. Mais cette injustice est en même temps nécessaire pour qu'il y ait apparition de quelque chose d'autre, pour qu'il y ait acte, tout simplement. Et la difficulté, le caractère très alambiqué, très complexe de ce qu'il dit ici, s'explique justement par l'impossibilité d'une détermination plus précise pour montrer quel est le rapport conflictuel, le rapport d'opposition qu'il peut y avoir entre l'action et les circonstances de son apparition. Il y a quelque chose qui est nécessairement, on pourrait dire dans un autre langage, une rupture. Pour que l'événement se produise, il y a forcément à un moment une rupture, il y a une discontinuité. On ne peut pas introduire une action quelconque, même si elle appartient à un domaine de la vie tout à fait élémentaire, comme une passion amoureuse ou le goût pour quelque chose, mais qui se trouve aussi dans la vie d'un peuple, dans la continuité temporelle. Le temps réel, pour traduire encore de façon plus simple, le temps réel de la vie et la vie qui se lie à lui et qui va en surgir, n'est jamais le temps homogène de l'ensemble que veut unifier l'ensemble des faits historiques. Il y a toujours un moment où, quel que soit l'enchaînement des causalités, des déterminations, il arrivera le moment où il y a rupture. Et l'historien ne pourra jamais, par exemple, rassembler toutes les circonstances, les causes et les faits qui constitueront le déroulement d'une bataille ou le déroulement d'une déclaration, puisque c'est les événements historiques les plus sensibles, ou une déclaration de guerre, ou d'un traité de paix, ou d'une révolution. On se perdra dans la série infinie des développements. Je pense là à
quelque chose qui se tient tout à fait en dehors de Nietzsche, parce qu'il n'y a pas pensé qu'il détestait Nietzsche, c'est Sartre dans la critique de la raison dialectique, au moment où il procède à cette immense et très belle description de la prise de la Bastille des journées de 89, et où il essaie de faire une sorte d'analyse continue du surgissement de l'événement, qui, pour lui d'ailleurs, dans la logique de sa compréhension existentielle, va faire appel à tout moment à des choix de liberté. Il n'y aura jamais de détermination absolue, il y aura toujours quelque chose qui sera l'indéterminé, donc l'insertion d'un acte libre. Il n'est pas nietzschéen, je viens de dire, il est même anti-nietzschéen, mais il y a, je crois ici, sans utiliser d'ailleurs le terme de liberté, c'est quelque chose d'autre, une parenté entre la conception que Nietzsche peut avoir de l'insertion de l'événement, de son apparition, de la façon dont il éclate et manifeste la vie, et d'autre part le contexte historique dans lequel il est enfermé. Je crois que c'est ça qui constitue le sens de ce passage, autour d'expressions qui sont, comme je le disais de façon un peu hâtive, qui sont alambiquées, qui sont obscures, mais enfin, il y a quelque chose qui s'en dégage. C'est ainsi que l'homme d'action aime son acte infiniment plus qu'il ne mérite de l'être, et les plus grandes actions se produisent dans un tel excès d'amour qu'elles sont nécessairement indignes de cet amour, même si elles ont d'autre part une valeur incalculable. Si un homme était capable, dans de nombreux cas, je finis là, de déceler, puis de respirer, là, parce que c'est toujours la même chose, où on a affaire à cette idée, à cette terminologie d'atmosphère. Si un homme était capable, dans de nombreux cas, de déceler, puis de respirer l'atmosphère non historique dans laquelle est né tout grand événement historique, peut-être, mais le mot d'atmosphère, je le critique, mais pas d'une façon négative, parce que ce mot d'atmosphère est très important, je crois, dans ce texte, et il est à la fois, je ne sais pas s'il y a d'autres occurrences chez Nietzsche de l'utilisation, si, peut-être dans Schopenhauer, où il parle également de la présence de l'atmosphère ou quelque chose de semblable qui accompagne l'apparition et la personnalité d'un homme, et qui ne peut pas être déterminée d'une autre façon. Mais cette absence de détermination précise, cette sorte de vague apparemment entretenue, marque par ailleurs, au contraire, quelque chose auquel ne peut pas être substitué quelque chose d'autre. C'est quelque chose de plus concret peut-être, et de plus existentiellement, vitalement repérable, que quoi que ce soit de plus déterminable, comme lorsque l'on parle par exemple de l'expression, de la physionomie, ou à l'égard d'un homme, de sa personnalité et de l'atmosphère qui l'entoure, qui est créée par sa présence. On tombe dans des choses extrêmement concrètes et qui sont précisément les déterminations de la vie, et qui ne peuvent pas être remplacées par d'autres mots qui sembleraient beaucoup plus précis, mais qui nous feraient tomber dans un vocabulaire
à la fois trop subjectif et trop objectif. Tandis que le mot atmosphère, dans son indétermination même, semble justement rencontrer la chose et le problème dont il s'agit. Si un homme était capable, dans de nombreux cas, de déceler, puis de respirer l'atmosphère non historique dans laquelle est né tout grand événement historique, je crois que là, c'est une phrase qu'il faut également noter, peut-être dans les deux traductions. Tu me diras quelle est la traduction qui est donnée. Moi, je donne celle de Geneviève Bianchis, B-I-A-N-Q-I-U-I-S, qui est une des traductrices les plus suivies jusqu'à la dernière, en France, jusqu'à la dernière publication des œuvres complètes de Nietzsche, qui en fait appel à plusieurs traducteurs, dont Klossowski, parmi les meilleurs, Gandillac et d'autres. Si un homme était capable, dans de nombreux cas, de déceler, puis de respirer l'atmosphère non historique, qui est, diese unhistorische Atmosphäre, dans laquelle est né tout grand événement historique, là on voit ce mot Ereignis, E-R-E-I-G-N-I-S, Ereignis, l'événement, tout grand événement historique. Je souligne ce mot parce que on va voir quelle est, en conclusion, peut-être son importance pour d'autres conceptions de l'histoire. Tout grand événement historique, peut-être pourrait-il, puisqu'il est un être pensant, s'élever à un point de vue supra-historique. Donc il y a le non-historique du côté de cette atmosphère, l'historique qui donc est la retombée ou la percée plutôt, c'est ça, la percée dans l'historique de l'événement. Et d'autre part, le point de vue super historique, über historisch, tel que Niebuhr, qui est un historien contemporain à Nietzsche. Je dois dire d'ailleurs que je ne connais de Niebuhr que ce nom, je n'ai jamais rien eu de Niebuhr, mais ça peut intéresser ceux qui auraient des recherches. Niebuhr, il a le H ici. Oui. Et le Uber, c'est ça, c'est Uber. Le supra. Je termine. Justement, le supra. De Niebuhr. Le décrit comme le résultat possible de cogitation historique. Donc, il y a les trois, non historiques, l'historique, puis un Uber historique qui le prolonge. Moi, je voulais dire que le Uber, on pouvait le traduire par supra, et non pas par super. Parce que dans la traduction, là, c'est super. Peut-être que d'ailleurs, je trouve que c'est supra. Là, c'est trop supra. Là, c'est supra. D'ailleurs, supra-historique, tu as raison. Non, parce que moi, là, j'ai super. C'est ça. Uber, mais c'est moi qui lisais mal, c'est bien. Un point de vue supra-historique. Là aussi, c'est supra-historique. Oui, remarque, on peut bien dire super. À l'heure actuelle, on dirait plutôt c'est super, oui, on dit c'est super. Super puissance. C'est super puissance, super. Mais quelle est la différence entre l'un et l'autre? On dit qu'il y a infra et supra.
l'histoire, voilà ce que disait Nibourg, mais c'est pas trop long, c'est pas trop long. L'histoire, clairement et minutieusement observée, peut, à tout le moins, nous faire connaître que les personnalités les plus grandes et les plus hautes de notre genre humain ne savent pas non plus par quel hasard leur œil a pris la configuration particulière qui commande leur vision, celle qu'ils voudraient imposer de force à tous les autres. De force, parce que leur conscience est d'une intensité exceptionnelle, faute de savoir cela et de l'avoir vérifié sur un grand nombre de cas, on reste esclave de l'apparition de quelques grands esprits, mais c'est l'événement, l'apparition dans un certain moment, mais qui n'est pas limité à l'apparition d'un grand homme, comme on le dit, d'un grand homme historique. Mais là, sur un grand homme historique, c'est particulièrement sensible. Faute de savoir cela et de l'avoir vérifié sur un grand nombre de cas, on reste esclave de l'apparition de quelques grands esprits qui apportent la plus grande passion dans une forme d'oni. On pourrait qualifier, comme Antonitch, ce point de vue de supra-historique, parce que celui qui s'y place ne sentirait plus le moindre désir de continuer à vivre et de collaborer à l'histoire, ayant reconnu l'aveuglement et l'injustice de l'homme d'action. Il serait guéri même de la tentation de prendre l'histoire par propos sérieux, parce qu'il aurait appris à se poser toujours la même question à propos de tous les hommes, de tous les faits, que ce soit chez les Grecs ou chez les Turcs, à un moment quelconque du 1er ou du 19e siècle. Pourquoi et comment vivons-nous? Demandez à ceux que vous connaissez s'ils aimeraient revivre leurs 10 ou 20 dernières années, vous distinguerez vite lesquels sont prédestinés à adopter ce point de vue supra-historique. Certes, ils diront tous non, mais ce non sera diversement motivé. Quelques-uns s'enhardiront à dire, mais les 20 ans à venir sont meilleurs, etc. Bon, je m'arrête ici parce qu'on voit avec ce supra-historique quelque chose qui va alors lui appartenir à un autre domaine de la pensée nietzschéenne qui couronne et qui détermine au sens d'explique ou complète en fait sa conception de l'histoire, c'est la théorie de l'éternel retour, et qui sous cette forme est une sorte de commentaire anticipé, parce que c'est partiel, ce n'est pas le seul, mais enfin on en retrouvera la forme d'un passage célèbre du Gai Savoir, dans lequel le poids le plus lourd s'appelle ce passage. Il est titré ainsi. Il présente l'éternel retour, une de ses premières versions, sous la forme de la. Est-ce que, demandez-vous si vous voulez revivre, si vous voudriez revivre tel et tel événement, tel et tel moment de votre vie. C'est un éternel retour sélectif, comme le dira Deleuze dans son commentaire sur Nietzsche. Il y a cette conception que l'éternel retour, c'est ce qui ne permettrait qui ne ferait revenir que ce qui est le plus intense, le meilleur. Donc ce n'est pas un retour mécanique, automatique des choses, c'est quelque chose qui permet une sélection dans l'intensité des moments de vie. Donc une valorisation, on pourrait dire, de la vie à travers l'éternel retour.